En février 1995, une banque britannique fondée en 1762, qui avait financé les guerres napoléoniennes, survécues à 2 guerres mondiales, prêtait de l'argent à la couronne britannique, s'effondre du jour au lendemain. Pas à cause d'une crise mondiale, pas à cause d'une fraude organisée par des dizaines de personnes, à cause d'un seul homme, 28 ans, fils d'un plâtrier de banlieue londonienne. Son nom, Nick Leeson. Et ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que pendant des années, ce même homme était considéré comme un génie de la finance, un trader hors pair, une star montante. Alors comment passe-t-on d'un génie à fossoyeur d'une institution bicentenaire? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, alors attachez vos ceintures. Nicholas William Leeson naît le 25 février 1967 à Watford, une ville de la banlieue nord-ouest de Londres. Rien ne le prédestine au monde de la haute finance. Son père est plâtrier, sa famille est de classe ouvrière. Nick n'a pas fait les grandes universités, pas d'Oxbridge, pas de diplôme en économie. Après le lycée, il décroche un poste de petit clerc à la banque Court, une banque ultra élitiste qui gère la fortune de la famille royale. Ironie du sort. Puis il rejoint Morgan Stanley, toujours dans des fonctions administratives. C'est là qu'il commence à comprendre les marchés, les chiffres, les mouvements et surtout, il est bon. En 1989, il est recruté par Barings Bank, la banque la plus ancienne d'Angleterre, un nom qui inspire le respect et la tradition. Au sein de Barings, Nick Leeson commence à travailler dans le back-office, la partie administrative qui traite et vérifie les transactions. Ce n'est pas glamour, mais Nick est efficace, rigoureux et rapide. Il gravit les échelons à une vitesse qui surprend tout le monde. En 1992, à seulement 25 ans, il est envoyé à Singapour pour diriger les opérations de Barings sur le CIMEX, le Singapore International Monetary Exchange. C'est là que tout commence. À Singapour, Leeson est à la fois directeur des opérations et trader en chef. Ce double rôle, vous allez le voir, va s'avérer catastrophique. Il passe des ordres et il vérifie ses propres ordres. C'est comme si un arbitre pouvait aussi jouer le match et modifier le score. Au début, tout va bien, très bien même. Leeson génère des profits considérables pour Barings. On parle de millions de dollars. Les dirigeants à Londres sont ravis. Ils lui font confiance et ils le laissent faire. Et Nick Leeson, grisé par le succès, commence à prendre de plus en plus de risques. Nous sommes en 1992. Leeson vient d'arriver à Singapour. Un jour, l'une de ses employées, une certaine Kim Wong, fait une erreur banale. Le genre qui arrive dans n'importe quelle salle de marché. Elle passe un mauvais ordre et ça coûte 20 000 livres sterling à Barings. Leeson prend une décision fatidique. Plutôt que de reporter l'erreur à Londres comme il aurait dû le faire, il crée pour y cacher la perte. Ce compte porte le numéro 88 888. En culture chinoise, le 8 est le chiffre de la chance et de la prospérité. Très ironique, n'est-ce pas? Ce compte en principe était un compte d'erreur tout à fait légitime. Chaque salle de marché en a un pour loger temporairement les petits problèmes avant de les corriger. Mais Leeson va en faire quelque chose de très différent. Il cache la perte de 20 000 livres. Personne ne voit rien, personne ne pose des questions. Et là, quelque chose bascule dans la tête de Nick Leeson. Et si ça marche une fois, pourquoi pas 2 fois? Les semaines passent, les mois passent. À chaque nouvelle perte, au lieu d'assumer, il la cache dans le compte 88 888. Et pour compenser, il prend des positions de plus en plus risquées sur les marchés, espérant regagner ce qu'il a perdu. C'est le mécanisme classique du joueur compulsif. Vous perdez 100 € au casino, alors vous misez 200 € pour récupérer. Vous perdez encore, vous misez 400 € et ainsi de suite. La mise double à chaque fois et la spirale s'emballe. Sauf que là, on ne parle pas de 100 €. On parle de dizaines, puis de centaines de millions de dollars. Pendant ce temps à Londres, les dirigeants de Barings reçoivent des rapports mensuels. Et ces rapports montrent des profits spectaculaires. Leeson est une star. On lui verse des bonus importants. On lui fait entièrement confiance. Ce que personne ne voit ou ne veut voir, c'est que les profits déclarés sont en partie fictifs et que les pertes s'accumulent silencieusement dans le compte 88 888. À la fin de 1993, les pertes cachées atteignent 23 millions de livres sterling. À la fin de 1994, 208 millions de livres. Et Leeson continue. Nous sommes en janvier 1995. Nick Leeson a une théorie. Les marchés japonais, après une longue période de stagnation, vont repartir à la hausse. Il en est convaincu. Alors il prend une position colossale sur le Nikkei, l'indice boursier japonais, en pariant sur sa remontée. C'est un pari audacieux, mais pas nécessairement déraisonnable, du moins pas encore. Et puis le 17 janvier 1995, à 5h46 du matin, heure locale, un tremblement de terre frappe la ville de Kobe au Japon. Magnitude 6,9, l'un des séismes les plus dévastateurs de l'histoire japonaise moderne. Plus de 6400 morts, des quartiers entiers rasés, les marchés japonais s'effondrent immédiatement, le Nikkei plonge, et Leeson qui avait tout misé sur une hausse se retrouve avec une position perdante catastrophique. À ce stade, un trader raisonnable aurait soldé ses positions, accepté la perte et tourné la page. Leeson fait l'inverse, il double la mise, et en plus il redouble la mise. Il achète encore plus de contrats à terme sur le Nikkei, convaincu que le marché va finir par remonter. Plus il perd, plus il achète. En quelques semaines, ces positions représentent une part absolument démesurée du marché des futurs japonais. Certains jours, Leeson représente à lui seul plus de 50% du volume total de certains contrats. Il est devenu si gros que ses propres achats influencent le marché, mais pas suffisamment pour compenser la tendance baissière, et les pertes s'accumulent à une vitesse vertigineuse. Pendant ce temps, à Londres, les dirigeants commencent à poser des questions.
Barings transfère des sommes énormes vers Singapour pour couvrir les appels de marge, les garanties exigées par les marchés, des centaines de millions de livres sterling. Quand on leur demande pourquoi ils ont besoin de tout cet argent, Leeson explique que c'est pour couvrir les positions de clients, des clients fictifs bien sûr. Et les dirigeants croient, ou font semblant de croire. Le 23 février 1995, Nick Leeson réalise que c'est terminé. Les pertes ont dépassé 827 millions de livres sterling, plus du double des fonds propres de Barings Bank. La banque est insolvable. Cette nuit-là, Leeson laisse un mot sur son bureau, un simple mot d'excuse, I am sorry, puis il disparaît. Leeson s'enfuit avec sa femme Lisa. Ils prennent l'avion pour Kuala Lumpur, puis pour Brunei, puis pour Francfort. Pendant ce temps à Londres, c'est la panique totale. Le matin du 24 février, les dirigeants de Barings arrivent au bureau et trouvent le mot. Ils réalisent l'ampleur du désastre. En quelques heures, la nouvelle se répand. Barings Bank, de 133 ans d'existence, banquier de la couronne britannique, icône de la finance mondiale, est en faillite. La Banque d'Angleterre tente désespérément de trouver un repreneur en urgence. Des banques sont contactées. Des réunions d'urgence se tiennent tout le week-end. Les personnes ne veulent reprendre Barings à ce stade. Les pertes sont trop importantes. L'ampleur du désastre est encore floue. Finalement, le groupe néerlandais ING rachète Barings pour la somme symbolique d'une livre sterling et reprend l'ensemble des dettes. 233 ans d'existence et une livre. De son côté, Nick Leeson espère peut-être disparaître dans la nature, mais sa fuite est improvisée et désordonnée. À Francfort, le 2 mars 1995, alors qu'il attend sa correspondance pour revenir en Angleterre, selon certaines versions, il cherchait à se rendre lui-même aux autorités. Il est reconnu et arrêté par la police allemande. Il passe 9 mois de détention en Allemagne pendant que les procédures d'extradition sont négociées. En novembre 1995, il est extradé vers Singapour. En décembre 1995, Nick Leeson plaide coupable de fraude et de tromperie. Il est condamné à 6 ans et demi de prison. La prison de Changi à Singapour est réputée pour être l'une des plus dures d'Asie. Leeson y arrive sans statut particulier. Il est un détenu parmi d'autres. Rapidement, il reçoit un diagnostic qui va changer sa vie. Un cancer du côlon à 29 ans. Leeson subit des traitements en prison, des opérations, des séquelles qui le marqueront pour la vie. Sa femme, Lisa, qui était restée à ses côtés jusqu'alors, ne peut plus tenir. En 1996, elle demande le divorce depuis la Grande-Bretagne. Elle ne peut pas venir à Singapour. Elle a un casier judiciaire en rapport avec l'affaire. Leeson se retrouve seul, malade, en prison dans un pays étranger. Mais quelque chose de surprenant se produit. Derrière les barreaux, il commence à écrire un livre intitulé Rogue Trader. Le trader voyou. Il raconte tout sans filtre, ses motivations, ses erreurs, la pression, les mensonges, la spirale. Le livre devient un best-seller mondial. Et dans cet exercice d'introspection forcée, Leeson commence à comprendre ce qui l'a conduit là. Ce n'était pas la cupidité pure, dit-il. C'était la peur de décevoir, la peur d'avouer la première erreur. Cette incapacité à dire « j'ai merdé » qui l'a entraîné dans une spirale sans fin. Il sortira de prison en 1999 après avoir purgé 4 ans de sa peine. Libéré pour bonne conduite. Il rentre en Irlande, pays d'origine de sa mère, où il rencontre une nouvelle femme, Léona. Ils se marient, ils auront des enfants. Nick Leeson recommence une vie. La suite de l'histoire de Nick Leeson est en soi fascinante. En 2005, il devient directeur commercial du club de football irlandais, The Galway United. Oui, vous avez bien entendu. L'homme qui a coulé Barings gère un club de football irlandais. Il se lance ensuite dans une carrière de conférencier. Partout dans le monde, des banques, des entreprises, des universités l'invitent à parler. Et son message est cohérent. Il ne se présente pas comme une victime. Il assume ses responsabilités. Son livre est adapté au cinéma en 1999 avec Ewan McGregor dans le rôle de Leeson. Le film Rogue Trader reçoit un accueil mitigé de la critique, mais il reste un document fascinant sur cette période. Aujourd'hui, Nick Leeson donne des conférences payantes dans des institutions financières. Il parle de gestion de risque, de culture d'entreprise, de l'importance de la transparence. Il est paradoxalement devenu un expert reconnu en prévention des désastres financiers. L'homme qui a causé l'un des plus grands scandales de l'histoire bancaire enseigne maintenant aux banquiers comment éviter ce type de désastre. Alors, que retenir de tout ça? La première chose, c'est que Nick Leeson n'était pas un génie du crime. C'était un homme ordinaire, pris dans un engrenage qu'il n'a pas su arrêter au bon moment. La deuxième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est que Barings Bank n'est pas tombée à cause d'un seul homme. Elle est tombée parce que les systèmes de contrôle interne étaient défaillants. Parce que la direction à Londres voyait des profits et ne posait pas les bonnes questions. Parce que personne n'a voulu regarder de trop près quand l'argent rentrait. Dans toute organisation, pas seulement les banques, il existe des Nick Leeson potentiels. Des gens sous pression qui prennent de mauvaises décisions et les cachent. La question n'est pas seulement qui a fait une erreur, mais quel système a permis que cette erreur reste cachée aussi longtemps. Et la troisième leçon, la plus humaine, la peur d'avouer une erreur est souvent plus destructrice que l'erreur elle-même. Une petite perte de 20 000 livres en 1992. Si Leeson l'avait déclaré, s'il avait dit désolé, on a fait une erreur, il aurait peut-être été réprimandé, peut-être renvoyé, mais Barings serait encore debout. 20 000 livres contre 827 millions. C'est le coût du silence. Voilà. C'est l'histoire de Nick Leeson, un homme, un compte numéro 88 888, et la fin d'une banque de 233 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous et dites-moi quel scandale financier vous voulez qu'on explore la prochaine fois. À bientôt.